Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, le décompte des voix se poursuit au Libéria. Les électeurs étaient aux urnes mardi pour des élections sénatoriales, législatives et présidentielles. Les premiers indicateurs font état d'un taux de participation élevé. L'Égypte semble avoir conquis le cœur des touristes. Le nombre de visiteurs a bondi de 40% sur un an, avec des recettes avoisinant les 14 milliards de dollars. Et puis les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2024 bientôt fixées sur leur sort. Le tirage au sort de la compétition est prévu ce jeudi 12 octobre à Abidjan. L'enjeu est de constituer 6 groupes de 4 équipes. Mais tout d'abord et en bref, cette réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères qui s'est ouverte ce mercredi au Caire. Elle a été convoquée par l'État de Palestine et le Royaume du Maroc en vue d'examiner les actions à mener afin de mettre un terme à la détérioration de la situation dans la bande de Gaza qui menace la sécurité et la stabilité de la région. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Au Libéria, l'heure est au dépouillement après le vote, marqué par une forte affluence. Selon les observateurs, aucun incident majeur n'a été signalé. Un second tour entre les deux candidats, arrivé en tête, est prévu au début du mois de novembre, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Catherine Gombe. Près de 2,4 millions d'électeurs ont répondu à l'appel des urnes pour des élections présidentielles et législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui rêve de développement et de paix après 14 guerres civiles et autres crises. Dans la majorité des 2080 circonscriptions électorales, les bureaux de vote sont restés ouverts de 8h à 18h GMT. Élu en 2017 dans ce qui constitue le premier transfert démocratique du pouvoir dans le pays en 70 ans, George Weah a fait face à une vingtaine de rivaux. Pour éviter un second tour, un candidat doit remporter le premier tour avec plus de 50% des suffrages. Tout ce que j'ai promis en 2017, je l'ai fait. Maintenant, ils voient tous les éléments tangibles et c'est pourquoi ils ont dit « D'accord, nous avons vu ce que vous avez fait. Nous savons ce que vous pouvez faire. Nous pouvons vous donner une autre chance de terminer votre travail et de laisser l'héritage que vous voulez laisser. » Sur les 5 890 bureaux de vote que compte le pays, une cinquantaine ont affiché des taux de participation satisfaisants. Le président sortant George Weah qui ambitionne d'obtenir un second mandat après 6 années marquées par des accusations de corruption et des difficultés économiques persistantes est le principal favori de la course. Son principal challenger est l'ancien vice-président Joseph Boakai, 78 ans, qui l'avait battu au second tour en 2017. L'élection déterminera également la composition de la législature de près de 103 sièges avec 73 législateurs qui devraient être élus pour un nouveau mandat de 6 ans et 15 sénateurs pour un mandat de 9 ans. C'est très significatif parce que le combat que nous menons porte sur la gouvernance et souligne le fait que nous essayons de mettre en place les institutions adéquates. La Commission nationale électorale NEC procède à la publication des résultats définitifs dans une quinzaine de jours. George Weah, 57 ans, qui s'est reconverti en politique après une carrière réussie de footballeur professionnel, dit avoir besoin de davantage de temps pour concrétiser sa promesse de rebâtir l'économie, les institutions et les infrastructures du pays de l'Afrique de l'Ouest. La course à la magistrature suprême est lancée à Madagascar. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 9 novembre prochain a démarré ce mardi 10 octobre. Le président sortant, Andrade Zoel, candidat à sa propre succession, est pour l'heure le seul candidat à battre le pavé dans les quartiers d'Antananarive. L'opposition, quant à elle, a décidé de boycotter la campagne afin de poursuivre ses manifestations. On fait le point sur la situation avec Samantha Saberou-Saboubanga. À Madagascar, la campagne électorale pour la présidentielle a démarré le 10 octobre 2023. Un début marqué par de profondes tensions entre camps politiques rivaux. Le président sortant, André Rajoelina, candidat à sa succession, et son équipe ont entamé cette première journée de campagne en sillonnant la capitale Antananarivo.
À regarder de près sur ce qui se passe à Madagascar, il y a de quoi s'inquiéter et on a beaucoup d'interrogations et de questionnements quant à l'issue de ce scrutin. Ce que je relève, c'est qu'il y a de manière patente un amateurisme de part et d'autre, à commencer, je pense, par l'opposition qui est en train de se fourvoyer, quand bien même elle pense être dans son bon droit et qu'elle trouve illégitime cette candidature d'Andrajoen. Je pense que faire une transposition d'un combat politique sur le volet judiciaire n'est pas quelque chose de pertinent. André Rajoelina est pour l'heure le seul candidat à faire campagne car les rassemblements de l'opposition sont empêchés depuis plus d'une semaine. Le collectif des 11 candidats qui rassemble en majorité des chefs de partis politiques d'opposition a décidé pour sa part de boycotter la campagne électorale. Ils ont décidé de poursuivre leur manifestation en faisant le tour des quartiers populaires de la capitale malgache. Quant au président sortant, le président Andrajoen, qui se retrouve à faire campagne seul, en termes d'image et vis-à-vis de la communauté internationale, même s'il était amené à remporter cette présidentielle 2023, il aura un caractère illégitime à sa candidature, puisque cela va cristalliser des tensions, cela va véhiculer une image très négative sur le plan international, et cela va rendre difficile également ce climat d'apaisement qui est totalement nécessaire pour l'île Rouge. Tout ça donc vient à cette conclusion, c'est que la démocratie à Madagascar est de nouveau contestée de manière évidente avec toutes ces prises de position par les différents responsables politiques. Le 9 novembre 2023, les Malgaches sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans. Les 13 candidats en lice ont été officiellement validés par la Haute Cour constitutionnelle. La campagne électorale s'étendra sur une trentaine de jours avant une journée de silence électoral qui procédera le jour du scrutin. La police kenyane sera-t-elle déployée comme prévu en Haïti? Eh bien, pour l'heure, rien n'est moins sûr, puisqu'une cour de justice a décidé lundi de suspendre jusqu'au 24 octobre le processus. Une décision qui fait suite à une pétition déposée par un parti politique qui considère que cette mission est anticonstitutionnelle. Explication avec Nana Kamsukom. La Haute Cour du Kenya a émis le 9 octobre 2023 une ordonnance temporaire interdisant au gouvernement de déployer des policiers en Haïti dans le cadre d'une mission approuvée par l'ONU visant à aider le pays des Caraïbes à lutter contre la violence endémique des gangs. L'ordonnance valable jusqu'au 24 octobre 2023 fait suite à une requête déposée conjointement par le parti politique Pathway Alliance Kenya et 2 activistes qui estiment que la décision de déployer les policiers en dehors du pays d'Afrique de l'Est est illégale. Le gouvernement kenyan doit rendre cela légal, conformément à nos propres règles. Dans les prochains jours, nous nous attendons à ce qu'il explique la Constitution, à ce qu'il demande l'approbation du Parlement et à ce qu'il suive les lois du pays. Le Kenya est un pays souverain. Nous ne recevrons pas de directives de l'ONU qui sont ensuite appliquées directement. Ainsi, même si une résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité, en appliquant cette résolution, nous devons respecter la Constitution du Kenya et suivre nos lois. In applying that resolution, we must abide by the Constitution of Kenya. Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a également critiqué la participation du Kenya à la mission de maintien de la paix en Haïti, affirmant que le pays avait ses propres problèmes de sécurité. Le Kenya n'a pas encore confirmé la date de déploiement des 1000 officiers qu'il prévoit d'envoyer en Haïti. Le président William Ruto a déclaré le 3 octobre 2023 que la force dirigée par le Kenya ne laissera pas tomber le peuple haïtien. S'il y a un peuple qui mérite la paix, c'est bien le peuple de Haïti. Nous sommes ravis du soutien que cette nation a reçu au niveau mondial, car il nous rend plus forts et nous permet de réussir. Les Nations Unies estiment que quelques 200 000 Haïtiens ont été déplacés en raison de l'escalade de violence, les gangs armés se livrant à des meurtres, à des enlèvements, à des viols collectifs et à la destruction des biens matériels. Ils appellent à une force capable non seulement de combattre les gangs, mais également d'aider à la réunification du territoire. Une reprise fragile, c'est ce que prévoit le FMI pour les économies africaines en 2024. Une reprise fragile marquée par une croissance d'à peine 0,8% en glissement annuel. Dans une telle conjoncture, l'apurement de la dette africaine pourrait représenter un véritable soulagement. Alors peut-elle être envisagée? La question a été adressée aux responsables. Séverin donc.
Le FMI va-t-il apurer la dette des pays africains en compensation à la responsabilité des pays riches dans les changements climatiques et à quelles conditions? La question était au centre des préoccupations lors de la présentation du rapport spécial sur le développement économique en Afrique. En 2022, 110 millions de personnes ont directement été touchées par les risques liés au changement climatique, causant plus de 8,5 millions de dollars de dommages économiques et accentuant l'insuffisance alimentaire. Pour les responsables des institutions de Bretton Woods, l'annulation de la dette n'est pas envisageable à cause de la complexité de la nature de la dette des pays africains. Qui va annuler les dettes? Probablement la partie prêteuse. 50% des dettes en Afrique subsaharienne sont par exemple des dettes intérieures. Comment se débarrasser de la dette intérieure? Les créanciers de chaque pays sont aujourd'hui si complexes qu'ils ne l'ont jamais été. Je ne suis pas sûr qu'il existe une solution d'annulation. Selon le rapport, la tendance des perspectives de développement économique africaine est globalement positive. La croissance des pays africains révèle des signes de belle reprise après les chocs consécutifs auxquels la planète a été confrontée et qui ont négativement affecté les économies. Selon les prévisions du FMI, les économies africaines devraient augmenter de 0,8% globalement, de 3,8% en 2024 contre 3,2% en 2023 et portées par les investissements privés plus significatifs notamment. Après 4 années de crise, y compris la pandémie mondiale, on note des signes indiquant que les perspectives s'améliorent dans de nombreux pays d'Afrique. La croissance du continent africain devrait se renforcer, passant de 3,2% en 2023 à 3,8% en 2024. L'augmentation des investissements privés et de la consommation devrait stimuler la croissance en 2024 pour plus des 3/4 des économies de la région. Briser l'inertie de la campagne en faveur de la réforme du système économique international, c'est l'une des attentes majeures de ce rendez-vous économique international en terre marocaine. Depuis Marrakech, nous sommes Cédric Jossou, Marcel Kouassi, Séverin Douke, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc. Les touristes de plus en plus nombreux au pied des pyramides, le secteur touristique reprend en effet des couleurs en Égypte, si bien que les recettes ont atteint 13,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022-2023, soit une hausse de 26,8% par rapport à l'année précédente. Alors quelles sont les clés de cette embellie? Eh bien, Mildred Yamou nous apporte des éléments de réponse. Le tourisme est en plein essor en Égypte. Au cours de l'exercice 2022-2023, les revenus du secteur ont atteint 13,6 milliards de dollars, soit une progression de 26,8% comparé aux 10,7 milliards de dollars engrangés durant l'exercice 2021-2022. Les données de la Banque centrale d'Égypte montrent une hausse de 35,6% du nombre de visiteurs, soit environ 13,9 millions de touristes enregistrés au cours de la dite période. Le nombre de nuits passées par les touristes en Égypte a connu une augmentation notable de 27,6% pour atteindre 146,1 millions de nuits au cours de l'exercice 2022-2023. Au cours des 6 premiers mois de 2023, l'Égypte a accueilli 7 millions de touristes, le nombre de visiteurs atteignant 1,3 million en avril, soit le chiffre le plus élevé enregistré en un seul mois. Une embellie attribuée aux efforts du gouvernement visant à stimuler ce secteur, source majeure de devises étrangères. En effet, avec un objectif d'atteindre 30 millions de visiteurs d'ici 2028, l'exécutif s'est engagé à améliorer les infrastructures touristiques grâce à la transformation numérique, l'augmentation de la capacité hôtelière, la liaison des destinations touristiques et le renforcement de la structure législative pour stimuler les investissements dans le secteur. Donc, il est important pour tous les autres pays africains qui rêvent de développer leur tourisme, qui rêvent de faire augmenter le nombre de touristes qui viennent dans leur pays, de penser aux infrastructures. Il est également à noter la facilitation de l'obtention des visas. Ça aussi, c'est un autre élément motivateur. En Égypte, le tourisme représente 10 à 15% du produit intérieur brut et emploie plus de 2 millions de personnes. Les recettes engrangées par ce secteur et le canal de Suez ont contribué à une transformation remarquable de l'économie qui a réussi à transformer un déficit de 10,5 milliards de dollars de sa balance des paiements durant l'exercice 2021-2022 en un excédent de 882 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023.
Les passionnés de football ont les yeux rivés sur Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, puisqu'elle sera le théâtre ce jeudi du très attendu tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Sénégal, tenant du titre, et le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, feront figure d'épouvantail et de grosses affiches sont possibles dès le premier tour. On fait le point tout de suite avec José Douglas. C'est la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui abritera ce jeudi 12 octobre le tirage au sort de la phase finale de la 34e édition de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. La cérémonie aura lieu au Parc des Expositions. On peut sentir l'excitation dans l'air, pas seulement ici à Abidjan, mais dans tout le pays. Partout, les gens parlent du tirage au sort de jeudi soir et des joueurs qui veulent voir s'affronter. Les délégations des 24 sélections qualifiées, des légendes du football africain, les médias internationaux, les partenaires commerciaux de la CAF, des célébrités du show business, ainsi que des dirigeants africains seront présents à cet événement. Pour la circonstance, les drapeaux nationaux ivoiriens ont été hissés sous les principaux édifices de la Côte d'Ivoire. Grâce à nos efforts continus en collaboration avec la CAF et le gouvernement, le pays soutient pleinement ce tournoi et à partir du tirage au sort de jeudi, la Côte d'Ivoire démontrera à l'Afrique et au reste du monde qu'elle est prête à accueillir une CAN réussie. Akwaba, qui signifie bienvenue en baolé, l'une des langues locales ivoiriennes, représente la mascotte de la compétition et est représentée dans toute la ville, aéroports, abribus et même les hôtels. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organisera la CAN après celle de 1984, remportée par les Lions indomptables du Cameroun au stade Félix Houphouët-Boigny. Un tirage au sort qui sera retransmis dans plus de 50 pays. Enfin, rappelons les pays qualifiés: Nigeria, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Cap-Vert, Namibie, Cameroun, Égypte, Guinée, Ghana, Angola, Algérie, Tanzanie, Mali, Gambie, Zambie, Côte d'Ivoire, pays hôte, RDC, Mauritanie, Tunisie, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, Maroc, le Sénégal, tenant du titre, et le Mozambique. Fin de ce journal, nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.